On va maintenant commencer. Donc, bienvenue à tous dans le deuxième volet de notre série de webinaires dédiée à la gestion de crise. Le thème du webinaire d'aujourd'hui est les crises et l'humain. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Merci bien. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, vous pouvez vous connecter via téléphone avec le numéro qui était indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser toutes vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions et Gauthier et Laetitia se feront un plaisir d'y répondre en fin de session. Merci Jennifer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette seconde session. Aujourd'hui, pour animer cette session, moi-même, Laetitia Chakas, je suis responsable du développement du pôle conseil chez International SOS. Pôle conseil qui recouvre à la fois le conseil en sûreté, dans lequel on intègre évidemment la thématique de la gestion de crise, et conseil en santé. Je suis accompagnée aujourd'hui par notre expert Gauthier Porot, directeur de la gestion de crise pour la région IMIA. Ce webinaire s'inscrit aujourd'hui dans une trilogie. Nous avons réalisé un premier épisode il y a quelques semaines, le 8 novembre dernier, sur les fondamentaux de la gestion de crise. Nous allons rentrer dans quelques secondes dans une petite synthèse de ce qui a été dit lors de cette première session. Aujourd'hui, la thématique étant les crises et l'humain, nous allons tenter de répondre aux questions suivantes. Donc, comment être la solution et non le problème en temps de crise? La crise et nous-mêmes, quels sont les antidotes que nous pouvons apporter à ces biais cognitifs? Et enfin, évidemment, le sujet de l'horizontalité versus la verticalité. La troisième et dernière session aura lieu le 19 janvier prochain et portera sur la réponse à la crise. Nous aborderons donc évidemment quels sont les 3 livrables stratégiques de la réponse à la crise, comment les utiliser correctement et enfin, comment maintenir dans le temps une organisation de gestion de crise qui reste fonctionnelle. Avant de commencer, je vous propose évidemment de revenir en quelques secondes sur, sur la première session qui a eu lieu il y a donc quelques semaines. Et pour rappel, redonner cette définition de Pearson and Clare sur qu'est-ce qu'une crise. Et donc, Pearson et Clare nous disent un événement à faible probabilité et à fort impact qui menace la viabilité de l'organisation et qui se caractérise par l'ambiguïté des causes, des effets et des moyens de résolution, ainsi que par la conviction que les décisions doivent être prises rapidement. C'est cette notion de réduire le temps de réponse qui est ici évidemment très importante. Nous avons également vu qu'il y a 3 grandes catégories de crises. Nous avons la crise soudaine, la crise à combustion lente, où nous avons au préalable quelques avertissements. Et enfin, nous avons la crise de type rampante où le principe de négligence apparaît. Il est également important de retenir que dans la gestion de crise, nous devons avoir une approche holistique et non pas sujet par sujet ou uniquement d'un point de vue sûreté, comme ça peut être le cas bien trop souvent. Et enfin, nous avions également évoqué le modèle académique de la gestion de crise qui repose sur 5 étapes principales qui sont la prévention, la préparation, la réponse à la crise, le recouvrement et la consolidation. Et donc, c'est bien cette notion de avant-crise, prévention et préparation qui doivent constituer le gros du travail avant le fameux boom de la crise, mais également le rétex, le retour d'expérience avec un débriefing à chaud puis à froid pour en tirer les meilleures leçons et avoir une meilleure approche de la gestion de crise. Nous allons désormais rentrer dans le vif du sujet avec cette fameuse question de comment être la solution et non le problème en temps de crise. Et Gauthier, je te laisse la parole. Merci Laetitia, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, qui est aujourd'hui les crises et nous-mêmes, il est essentiel de mentionner le principe du prisme de perception. Avant de devenir une situation critique tangible, une crise est en premier lieu soumise à nos perceptions. Nous apprécions les crises par rapport à ce que nous connaissons et ce que nous pouvons identifier. C'est ce qu'on a mentionné dans le webinaire précédent, qui est le principe d'intérêt. Souvent, une organisation va avoir du mal à réaliser qu'elle est en crise, soit par son manque de vision, soit son manque d'action, mais surtout par son manque de compréhension ou d'alignement en interne sur ce qui se passe réellement. Donc, cette compréhension, elle repose sur notre savoir, sur notre capacité de raisonnement et sur notre expérience passée. Et afin de nous assurer de leur identification rapide, on vous recommande, et nous aussi, à s'exercer, à les imaginer, à les penser, à les anticiper en temps ordinaire, pas attendre d'être en crise pour essayer de les imaginer, ce serait déjà un peu trop tard. Le principe fondamental de ce type d'exercice est appelé la prospective, ou alors la vision des futurs avec un S. Ici, nous recommandons aux organisations de les accompagner dans des exercices horizons où nous cherchons ensemble ce qu'on appelle ces signes noirs.
mais aussi le nouveau concept qui a été développé par Michel Wucker, qui est les rhinocéros gris. Hein, c'est une manière un peu amusante d'expliquer et de représenter ces crises en dormition que nous connaissons et dont l'impact est fort, mais sur lesquelles nous ne réussissons pas à agir. Les crises étant les résultats de nos actions et de nos inactions, il est essentiel que notre perception de la situation soit rapidement clarifiée et bien sûr uniforme. Merleau-Ponty l'explique très bien dans son phénomène de la perception, mais aussi Cherkaoui aussi, en disant que la perception n'est pas une science du monde, elle est le fond sur lequel se détachent tous les actes et toutes les décisions. Et Cherkaoui pour dire que ces perceptions et ces représentations qu'ils ont de la réalité influencent les choix et les décisions. Les risques de décalage entre ces représentations subjectives et la réalité objective sont des facteurs importants d'amplification de ces crises. Si on passe au prochain élément de notre compréhension, vous l'aurez donc compris, avoir un bon programme de gestion de crise ne fait pas tout. C'est un des prérequis, mais pas uniquement. L'autre élément est votre capital humain, et c'est un élément clé, sa capacité et sa condition à anticiper ou à répondre aux crises. Donc en gestion de crise, on identifie 2 terrains clés fertiles au développement ou amplification d'une crise. L'extérieur intérieur et intérieur extérieur. Ces 2 terrains englobent l'ensemble des effets que la crise va avoir sur nos personnes. D'abord, le premier terrain, extérieur-intérieur. Ce premier terrain représente la nature de la crise, sa vitesse, son contexte, ses implications. Ce terrain n'est pas modifiable, il s'impose à nous de manière arbitraire. Les feux de forêt en Californie, par exemple, en sont un bon exemple. C'est imprévisible, multidirectionnel et les combattants du feu peuvent au mieux préparer la prochaine zone, possiblement attaquée, mais pas plus. Ici, c'est notre stratégie d'approche et de contention de la crise qui est essentielle, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Ensuite, le deuxième terrain qui est intérieur-extérieur. Et celui-ci, on va se concentrer dans les prochaines minutes. Il englobe l'ensemble des préconditions physiques, physiologiques et psychologiques que nous sommes nous-mêmes et leur effet sur la manière dont nous gérons une crise. Ici, mon expérience passée, ma culture, mon éducation, ma génétique même et mon expertise vont avoir un rôle prédominant dans ma manière et capacité à gérer une situation critique. Un exemple concret pourrait être une personne qui a vécu un accident de la route grave et qui doit gérer dans le cadre professionnel un accident similaire pour un groupe de collaborateurs à l'étranger. Ici, naturellement, la personne en charge sera influencée par ses émotions, son passif, ses souvenirs, etc. Donc, il est essentiel de reconnaître l'existence de ces 2 terrains afin de les considérer, de les comprendre en préparation d'une crise. Cette action préparatoire, elle nous permet d'identifier et d'anticiper ces fameux deltas fondamentaux qui vont influencer nos comportements. Comme expliqué précédemment, l'environnement d'une crise, comme décrit ici à gauche par la pyramide inversée, va réveiller en nous des réactions physiques, psychologiques et physiologiques plus profondes et humaines que nous avons profondément ancrées. Cette réaction, elle est naturelle. Elle est quand même le magnifique résultat de millions d'années d'évolution génétique. Donc le principe ici n'est pas de l'ignorer complètement. Un certain niveau d'émotion d'ailleurs et de rationnel sont essentiels dans une bonne gestion de crise, mais le but est de reconnaître ces automatismes et réactions afin de les comprendre et limiter leur effet sur nos comportements, sur nos analyses et sur nos décisions. Cette approche est quand même assez contre-intuitive par essence. Il est donc essentiel d'avoir une lecture transparente de ce que nous sommes faits, car nos émotions et nos capacités cognitives, elles, vont être mises au défi en temps de crise. Dans le prochain slide, on va voir que cet environnement extrême va avoir pour effet de nous prendre, en quelque sorte, ce qu'on appelle en otage. Et ce principe a été illustré assez bien par le psychologue et journaliste Daniel Goleman. Il nous dit en substance que les symptômes de cette prise en otage de vos émotions sont une réponse chimique au corps et au stress. Parce que sous stress, notre cerveau libère 2 types d'hormones, le cortisone et l'adrénaline. Ces 2 hormones libérées par les glandes surrénales préparent votre corps à agir de 3 manières, soit à combattre, soit à fuir, ou soit à être immobile, inerte. Même certains parlent de paralysie. On retrouve ici les 3 comportements que nous observons parfois lors d'une balade en montagne quand nous rencontrons certains animaux sauvages. On peut voir l'agressivité d'un ours ou d'un sanglier, ou la fuite d'un groupe de bouquetins, ou l'immobilité d'un chevreuil sur la route faisant face à des phares de voiture. Donc cette prise d'otage émotionnelle et physique est souvent appelée ou retranscrite par un effet qui s'appelle l'effet tunnel. Donc si on reprend la situation dans son contexte, en crise, nous nous trouvons dans une situation à dynamique non linéaire, avec de nombreux acteurs externes, faisant face à une complexité haute et souvent incompréhensible. Notre liberté de manœuvre est faible et donc très peu d'options se présentent à nous. Les informations que nous recevons sont incomplètes ou que nous percevons sont ambiguës. Notre avenir est incertain et nous subissons une perte d'influence massive.
Le cerveau reçoit en temps normal 11 millions d'informations par seconde et il est capable d'en traiter uniquement 40. Donc, imaginez déjà l'impact en temps ordinaire de ces informations sur notre cerveau et donc l'impact en temps extraordinaire de ça sur notre cerveau. Automatiquement et même naturellement, chaque individu va enclencher ses défenses naturelles afin de se prémunir de la situation dans laquelle il se trouve pour se protéger. Ces contre-mesures naturelles vont nous emmener vers ce qu'on appelle une vision tunnel, c'est-à-dire une réduction du champ de vision, à la fois visuelle mais psychologique surtout, qui passe d'un angle périphérique à une vision canalisée. Donc notre esprit se réduit, notre capacité de raisonnement aussi, et nous contraint à des raccourcis, des suppositions approximatives, des jugements erronés, des décisions répétitives qui malheureusement s'avèrent être inefficaces. Laetitia ? Merci Gauthier, c'est effectivement cette hyper concentration dans l'effet tunnel qui va faire que l'on va se focaliser sur certains aspects uniquement et perdre un petit peu l'essence de ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on voulait s'attarder un petit peu sur les différents biais. En moyenne, il y a 180 biais cognitifs qui existent. On va s'attarder uniquement sur 18 et rentrer un petit peu dans le détail de quelques-uns d'entre eux. D'ailleurs, je vous invite, chers participants, à rentrer dans la chat box des biais que vous connaissez, qui s'affichent à l'écran ou pas d'ailleurs, que vous connaissez, pour lesquels vous vous identifiez ou vous pensez que certains de vos collaborateurs sont sujets à certains de ces biais. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, nous avons par exemple l'effet Dunning-Kruger. Il s'agit là de plus vous en savez, moins vous êtes susceptible d'être confiant. Nous avons également l'effet de cadrage qui est intéressant, où vous vous laissez indûment influencer par le contexte et le discours qui vous entoure. L'effet de spectateur est également intéressant lorsque l'on parle de gestion de crise, puisque là, on va présumer que quelqu'un d'autre va faire quelque chose dans une situation d'urgence, vraiment dans cette inaction, si je puis dire. Le préjugé de groupe, où nous allons favoriser injustement ceux qui appartiennent à notre groupe. L'effet de halo abordé récemment par Gauthier, et c'est le fait d'apprécier une personne ou qu'elle soit attirante qui va influencer notre jugement que l'on porte sur elle. Nous avons effectivement aussi un biais que j'apprécie particulièrement, qui est la malédiction de la connaissance, puisque encore ce matin avec Gauthier, nous y avons eu le droit. C'est une fois que nous avons compris quelque chose, nous présumons que c'est évident pour tout le monde et que tout le monde le connaît. C'est un biais qui revient très souvent, on l'a noté. Nous pouvons également parler du biais d'optimisme et de pessimisme qui vont ensemble, où nous allons surestimer la probabilité de résultats négatifs ou positifs en fonction du prisme dans lequel on se trouve. Le biais d'autosatisfaction qui est également intéressant, où nous allons penser que nos échecs sont dus à des facteurs externes, alors que nous sommes personnellement responsables de la réussite. Et enfin, le biais de négativité qui était important pour nous de noter aussi, où nous allons laisser les choses négatives influencer notre pensée de manière disproportionnée. Et là, nous savons que c'est un biais qui peut avoir des effets assez dramatiques en temps de crise. Donc, c'est tous ces biais qui vont avoir un impact direct ou indirect, à la fois sur l'orchestration des équipes, l'analyse de la situation, mais également la prise de situation en temps de crise, la communication et puis enfin la conduite et la performance dans cette gestion de crise. Jennifer, je ne sais pas si nous avons des participants qui ont partagé certains des biais ou si vous avez bien entendu des questions à ce sujet. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat et nous y répondrons en fin de session. Alors oui, on a quelques réponses. Effet de groupe, bien négatif et effet de halo. Ben, super, ce sont les effets que nous avons notés. Donc, pour rappel, l'effet d'halo, c'est celui où lorsque nous apprécions une personne particulièrement ou qu'elle soit attirante, cela va influencer nos jugements que nous portons sur elle. Je crois que tu as parlé également l'effet de groupe, tu avais dit, Jennifer ? Oui, tout à fait. Ok, oui. Ben, l'effet de groupe, effectivement aussi, on l'avait. Donc, on a le préjugé de groupe où on favorise injustement ceux qui appartiennent à notre groupe, ou la pensée de groupe où on va laisser la dynamique sociale d'une situation de groupe l'emporter sur les meilleurs résultats. Voilà, mais n'hésitez pas à continuer à poser vos questions sur ces différents biais. Nous pourrons rentrer dans le détail en fin de session. Pour cette troisième et dernière partie qui nous semble être excessivement importante aujourd'hui et vraiment le cœur du sujet, c'est quels sont les antidotes justement à ces différents biais cognitifs. Il y a 7 antidotes particulièrement importants que nous allons évoquer un petit peu plus en détail dans les prochaines minutes. Le premier est de se connaître soi-même, évidemment. Ensuite, d'accepter que les biais cognitifs existent, de regarder les faits de manière objective,
d'être contre-intuitif, extrêmement important, nous rentrerons plus dans le détail, d'être méthodique et de responsabiliser vos équipes, enfin d'être audacieux et rusé. Ici, nous allons appliquer le principe de l'emmental ou du fromage suisse, donc fromage à trous bien connu, où nous savons que ce ne sont pas une seule solution qui va neutraliser les effets, mais c'est bien la superposition de ces différents antidotes qui vont pouvoir réduire l'exposition à ces biais cognitifs. Il est important de noter qu'ils ne vont jamais disparaître, ils auront toujours un impact, mais l'importance ici est bien d'en réduire et l'occurrence et l'effet qu'ils peuvent avoir, et notamment en temps de crise et lors de la gestion de crise. Alors, une petite précision sur ces 7 antidotes, pardon. Il y aura 2 antidotes que nous n'aborderons pas aujourd'hui, qui est celui de regarder les faits de manière objective et celui d'être méthodique, puisque ces 2 antidotes, nous rentrerons plus en détail lors de notre 3e et dernière session en janvier, qui portera sur la réponse à la crise. Et Gauthier, je te laisse nous expliquer quel est le premier antidote. Merci Laetitia. Le premier antidote est certainement le plus important de tous, je pense, c'est de se connaître soi-même. Ça a l'air un petit peu bateau comme ça, mais effectivement, ce terrain fertile intérieur-extérieur est la clé d'une bonne gestion de crise individuelle et ensuite, naturellement, collaborative. Sans faire de la psychanalyse freudienne, il est composé de 3 mois. Il y a d'abord le moi personnel, qui lui est composé de tout ce qui fait ce que nous sommes. Par exemple, notre personnalité, notre nature fondamentale, notre caractère, etc. Qu'il a peut-être le fait d'être, par exemple, le dernier enfant d'une famille, d'être extraverti positif, d'être de nature très curieux. Ensuite, vous avez le moi culturel, qui lui peut être composé de notre éducation, notre religion, notre nationalité, etc. Ici, on peut prendre l'exemple d'une famille religieuse, d'une éducation stricte, d'une enfance en école privée, qui peuvent être des éléments qui influent le moi culturel. Et enfin, vous avez le moi professionnel, qui lui peut être composé de notre parcours académique, du type d'études qu'on a fait, d'un master ou d'un apprentissage, du domaine d'expertise. Est-ce qu'on est dans un domaine extrêmement pointilleux, je pense à l'ingénierie par exemple, ou à la sécurité, ou même au médical, où il y a notre expérience professionnelle. Est-ce qu'on a travaillé dans différentes industries, dans une seule industrie, etc., etc. Ces 3 dimensions ont un effet direct sur ce qui nous sommes et sur les biais cognitifs que nous avons et auxquels nous sommes soumis. Cette réalité va s'amplifier en temps de crise. Ce qui peut être un peu un défaut en temps ordinaire peut devenir en fait un réel problème dans une cellule de crise ou même quand on est face à une crise, peu importe le type d'organisation dans lequel on est ou peu importe le niveau dans lequel on opère. Dans cet exemple de ces 3 mois découlent les possibles angles morts et biais suivants. Vous avez différentes choses. De l'exemple que je vous ai donné avant, on peut imaginer que cette personne-là, qui est un expert en logistique, qui est un ancien officier d'actifs peut-être et qui a une expérience du terrain importante, il peut penser que sa parole et ses idées doivent être entendues, que les outsiders doivent prouver leur appartenance, que l'action est dans le mouvement, que les valeurs sont prioritaires et que les experts ont toujours la réponse. Et la retranscription de ces angles morts peuvent être sous la forme des biais suivants: l'ancrage, l'effet de halo, la malédiction du savoir et le biais de groupe. Tout le monde l'a mentionné avant dans la chatbox, Laetitia les a présentés avant. Et dès que vous avez fait cet exercice et vous avez identifié en fait les biais sur lesquels vous pouvez être les plus sujets, il est important de mettre en place des mesures d'autocontrôle pour limiter la présence des biais. Donc à la fois d'être conscient de les avoir, mais aussi d'être conscient quand ils s'activent. Et ça, c'est essentiel pour réussir à mettre en place ce premier antidote, à se connaître soi-même. Et cet exercice des 3 mois est fondamental dans la préparation à la crise. Il nécessite un peu de temps et d'effort. C'est parfois même un petit peu personnel. On le reconnaît. Moi, quand je conduis des masterclass, donc des classes, des classes avec différentes organisations, on voit que ça prend un peu de temps de le faire, mais la plus-value est fondamentale dans la qualité et l'efficacité d'une organisation à répondre à la crise, mais aussi à s'y préparer et à recouvrir aussi d'une crise. Donc ça, c'est pour le premier antidote qui est se connaître soi-même. Le deuxième antidote est d'accepter que ces angles morts existent. Donc cette approche plus globale est de superposer en fait notre réalité des 3 mois dans le contexte de notre organisation et des crises auxquelles nous serions amenés à faire face. Donc vous observez, il y a les 3 mois en haut, et puis vous avez aussi la culture d'entreprise sur la spécificité de la crise. Donc, en quoi la nature de la crise et le contexte professionnel va influencer ma manière de gérer une crise? Parce que chaque personne allant être amenée à gérer une crise doit se poser cette question fondamentale. En quoi mon industrie, mes activités, la culture d'entreprise va avoir un impact sur ma personne, mais sur la manière dont on va gérer
la crise face à laquelle on se retrouve. Donc, comme pour un individu, chaque organisation a une culture qui génère à son tour aussi des angles morts, que ce soit par sa hiérarchie interne, ses titres, ses organigrammes, ses domaines réservés, ses silos, en opérant en silo, ou ses jeux d'influence. Ici, je vous donne quelques exemples. Les entreprises familiales, par exemple, où la composante émotionnelle peut être très forte et avoir un impact aussi important sur l'organisation dont la cellule de crise va se faire, la prise de décision, etc. On peut prendre l'exemple des startups, où les niveaux hiérarchiques sont quasi inexistants et où, en temps de crise, la prise de décision est un casse-tête horrible pour eux, parce que tout d'un coup, il faut un chef. Les grandes multinationales, où les lignes hiérarchiques sont fixées dans le marbre et où l'initiative personnelle, l'échange d'informations et où les idées audacieuses sont souvent, non pas prohibées, mais on va dire peut-être peu encouragées. Les institutions financières où la discrétion et la confidentialité sont clés empêchent l'échange de bonnes pratiques ou la communication externe proactive. Et on sait que la communication est essentielle, pour ne pas dire un des piliers centraux d'une bonne gestion de crise. Donc encore une fois ici, un exercice de prise de conscience de votre organisation est essentiel pour vous préparer au mieux. Pour ce faire, nous vous recommandons l'aide d'un regard extérieur et la mise en place d'un programme de gestion de crise adapté à votre ADN qui permettra la présence de garde-fous, empêchant la présence et l'occurrence de ces biais cognitifs, culturels, corporatifs et la mauvaise performance des équipes. Encore une fois, en prenant une personne externe, ça évite peut-être de créer des tensions à l'interne de l'organisation et ça permet d'avoir un regard assez transparent. Laetitia, prochain antidote? Absolument. Alors, c'est toujours sur cet antidote d'accepter qu'ils existent. C'est au-delà de l'identification des biais, on les accepte, mais il faut surtout avoir le bon état d'esprit. Et donc, le bon état d'esprit, c'est être synthétique au bon moment, être contre-intuitif. Nous allons rentrer dans le détail du fait d'être contre-intuitif et enfin être audacieux. Tout ça pour passer d'un mode ordinaire à un mode extraordinaire en gestion de crise et surtout les différents pièges à éviter. Alors, ils sont nombreux, hein, mais on en note quelques-uns. Les débats sémantiques sans fin, refuser les dialogues tactiques, naviguer dans les contradictions, également éviter, et enfin de prendre les choses personnellement, ne pas oublier que nous sommes dans un environnement professionnel et que nous opérons parfois dans un mode collaboratif, voire ultra collaboratif. Gauthier, si tu souhaites me compléter là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi et je pense que dans cet état d'esprit, il y a un message clé, c'est que en gestion de crise, mieux vaut une décision incomplète à temps qu'une décision complète trop tard. Donc, pour les personnes qui aiment que les choses soient faites de manière complète, vont être un petit peu frustrés. Et en se mettant dans cet état d'esprit avant que les crises arrivent et qu'on soit capable de d'activer cet état d'esprit, ça nous permet de venir avec une réponse adéquate, peut-être incomplète encore une fois, mais adéquate en temps afin de regagner cette liberté de manœuvre qui est essentielle dans la bonne gestion de crise. Absolument. Et ce qui nous mène du coup au troisième antidote qui est d'être contre-intuitif. Exactement. Alors, on va dire que ce troisième antidote est quand même parfois un peu plus difficile à percevoir, en tout cas à appliquer, parce que cette action, elle n'est pas forcément la plus facile, mais c'est une pierre centrale dans votre évitement ou dans votre sortie de crise. En effet, la crise étant par essence une situation peu probable et rare, il existe peu de solutions clés en main pour y faire face. De ce fait, la contre-intuitivité, elle nous permet d'identifier des solutions nouvelles et uniques, non identifiables en temps ordinaire. Un exemple que j'aime utiliser sont les modus operandi des forces spéciales de nos forces armées. Menant des actions directes dans des environnements non permissifs, à haute exposition et à risque, c'est un environnement assez semblable de celui d'une crise en fait, leur raisonnement est toujours basé sur des idées non conventionnelles et leur modus operandi aussi. Donc une manière d'illustrer aussi ce principe contre-intuitif, c'est l'inversion d'une image par notre œil, opérant par le biais de la lentille et de la cornée. Nous l'avons vu, ce prisme de la perception, les biais cognitifs et toute autre défense naturelle qui vont certainement affecter l'image que nous pensons percevoir va être active. Donc ce que l'on voit est peut-être pas exactement ce que l'on doit percevoir. Et peut-être ce que l'on perçoit doit peut-être être interprété d'une manière très différente afin d'en saisir peut-être l'essence qui n'est pas visible à prime abord. Donc afin de s'assurer de regarder la chose pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle n'est pas, il faut toujours essayer de la regarder une crise sous un angle différent afin d'en identifier différentes approches. Encore une fois, non conventionnelles, audacieuses, non conformes au schéma préétabli par notre culture, notre éducation, notre expertise et expérience passée, mais bien sûr toujours respectueuses de l'éthique, respectueuses des réglementations et respectueuses de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Le prochain exemple illustre parfaitement le principe de contre-intuitivité, Laetitia. Absolument. On vous propose d'ailleurs, pour illustrer le principe de contre-intuitivité, cette étude de cas du B-17. Donc, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. L'issue est toujours en suspens en Europe et les bombardiers B-17 de l'armée de l'air américaine ont un taux à ce moment-là de perte qui est assez stupéfiant de 41%.
L'idée est d'utiliser ces données pour prendre des décisions sur les modifications des avions, comme le blindage. Nous avons alors Abraham Wald, un mathématicien, à qui nous posons cette question, qui est, sachant que la plupart des avions sont touchés dans ces zones, donc ce sont les points rouges qui apparaissent à l'écran, que décidez-vous de faire et où décidez-vous de renforcer leur blindage? Et c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. On vous laisse quelques minutes pour répondre dans la chat box. Où pensez-vous qu'il faut renforcer le blindage de l'avion? À vous de nous dire. Alors, Jennifer, n'hésite pas à me transmettre les réponses de nos participants. Alors, on a déjà quelques réponses. On a renforcé la tête et la queue. Celle qui revient le plus, c'est renforcer les moteurs. D'accord. Donc, pour rappel, si je reviens. Renforcer les zones où il y a le plus d'impact vient de passer en première position. Intéressant. Donc, à l'écran, vous voyez toujours l'avion avec les petits points rouges qui représentent les impacts de balles sur l'avion. Voilà, et encore quelques réponses. C'est vraiment renforcer les zones où il y a le plus d'impact de balles qui revient le plus. Eh bien, c'est très intéressant puisque, alors, hop, parfait. Quelle était la réponse de Vald à cette question? C'est si un avion revient sain et sauf alors qu'il a, disons, un temps d'impact de balles sur ses ailes, ce que vous voulez vraiment faire, c'est de blinder les zones qui, en moyenne, n'ont pas d'impact de balles. Donc, là encore, le principe de contre-intuitivité, qui est extrêmement intéressant. Ça semble, somme toute, assez logique, puisque s'ils ne reviennent pas, c'est que, par définition, l'impact des balles a eu un impact assez élevé. Et donc, comme le disait Vald, tous les avions avec des trous de balles dans ces endroits ne sont jamais revenus. Exactement. Alors, il y a une personne qui a trouvé la bonne réponse. Super, félicitations. Il n'y avait pas de prix à gagner aujourd'hui. Non, malheureusement pas. J'aurais pu venir de Suisse avec des chocolats, mais promis, j'en amène la prochaine fois. Je pense ce qui est important, c'est toujours de se poser la question, quelle est la base statistique que j'utilise en fait quand je pose mes évaluations, Laetitia? Non, je t'en prie. La leçon à retenir ici de cette étude de cas et qui d'ailleurs peut être utilisée, on vous invite à le partager avec vos collaborateurs et vos organisations puisque c'est assez parlant et assez graphique. C'est lorsque vous prenez des décisions qui sont fondées sur des observations, efforcez-vous d'être précis, le plus précis possible, non seulement en ce qui concerne évidemment les données, mais aussi en ce qui concerne le sujet examiné, en l'occurrence l'avion. Et donc, pour finir sur cette contre-intuitivité, là-dessus, je pense qu'il est essentiel, c'est donc par définition, contre-intuitif, c'est le principe de faire le contraire de ce qui semble intuitivement juste ou correct. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on fait tous les jours, en fait, techniquement. Donc, une proposition contre-intuitive, c'est vraiment une proposition qui ne semble pas devoir être vraie lorsqu'elle est évaluée par l'intuition ou l'instinct. Donc, cette approche génère une plus-value exceptionnelle en temps de crise et pour les équipes tentant de résoudre la crise pour la raison suivante. D'abord, elle force à ralentir parce que en se disant qu'il stop, de quoi s'agit-il? On va automatiquement ralentir la situation afin de pouvoir accélérer après. Mais elle nous permet d'abord de diminuer le stress parce qu'elle nous force à se déconnecter un instant notre esprit de la crise. En ralentissant, on réduit le stress et on se déconnecte un instant de la crise. Et de ce fait, ça nous permet de libérer de l'espace pour un raisonnement loin de ces barrières-là. Donc, on se donne vraiment le temps de penser ou de repenser les choses en présence. Et donc, ça nous aide à identifier des solutions non conformes et probablement les mieux adaptées. L'exemple d'une situation de stress qui est assez bonne et qui illustre bien ce propos, c'est lorsque nous sommes emportés au loin par des courants forts dans l'eau, naturellement, nous voulons combattre et revenir de toutes nos forces vers la plage. Les sauveteurs, eux, nous conseillent l'inverse, de se laisser déporter, de ne pas combattre pour ne pas s'épuiser et ensuite se laisser porter vers une autre rive ou alors un espace moins soumis au courant pour ensuite nager vers une zone de secours. Et je pense que cette illustration est la meilleure pour vous montrer que n'essayez pas de combattre le courant, essayez de regarder, d'avoir cette vision périphérique et de vous assurer de voir et de considérer l'ensemble des éléments en présence. Et de ne pas tomber du coup dans l'effet tunnel. Et de ne pas tomber exactement dans l'effet tunnel. On passe maintenant au quatrième antidote et qui, je pense, est vraiment quelque chose qui s'est développé ces dernières 5 années et qui est de responsabiliser ses équipes. Ce conseil est certainement le plus évident, mais pas forcément le plus simple. On sait que la confiance est quelque chose de particulier, de précieux et qu'il s'accorde dans certaines conditions.
Mais le but ici est de créer ce qu'on appelle l'équipe des équipes au sein de nos organisations, afin de promouvoir, la création de réseaux informels de communication, des réseaux d'échange et des réseaux d'action. Cette approche permet de mettre en place, comme une ruche d'abeilles, un système opérationnel qui va faire la meilleure utilisation des ressources en présence et favoriser l'échange et la neutralisation de possibles barrières culturelles. Le but n'est pas de donner le pouvoir décisionnel absolu à ces équipes, mais c'est de leur donner la capacité d'agir afin d'identifier les signaux faibles et de les neutraliser avant qu'ils deviennent des crises, ou afin de contenir la crise, de mettre en place des mesures d'urgence permettant de regagner votre liberté de manœuvre, et enfin de communiquer des informations essentielles à votre compréhension de la situation. Donc ça va vraiment devenir vos mains et vos yeux. Et comme vous le voyez sur l'illustration au milieu, vous voyez le nombre de connexions, le nombre d'échanges de données, si vous, le plus vous ajoutez de personnes qui communiquent entre elles. Vous avez les trois formes d'organisation, vous avez la forme de commandement, la forme de commandement d'équipe et enfin l'équipe des équipes. Et à cet endroit, je vous conseille le livre du général McChrystal qui s'appelle Teams of Teams et qui explique parfaitement mon propos. On passe maintenant au 5e et dernier antidote, qui est d'être audacieux et rusé. Ce principe n'est pas nouveau. D'ailleurs, les Grecs en parlaient déjà bien avant nous, ils appelaient ça le kairos. Ici, le kairos est un concept qui définit la bonne chose au bon moment. De crisis vient le kairos, en fait. Et en ce qui concerne la pensée occidentale, le concept de kairos apparaît en grec comme un petit dieu ailé de l'opportunité qu'il faut attraper quand il passe. Donc, saisir cette opportunité. J'aime bien parler aussi de gestion de crise positive, et non pas seulement des menaces et des dangers, mais aussi des opportunités. Il joue un rôle décisif dans les situations imprévisibles et inhabituelles. Toutes les significations de kairos ne sont pas directement liées au temps, mais toutes sont liées à l'efficacité, quel que soit le domaine, médecine, stratégie, rhétorique, politique. Il renverse les situations et leur donne une issue, de vie ou de mort, victoire ou défaite. Elle est la condition d'une action réussie et elle nous apprend que le succès ne dépend de presque rien, en fait. C'est vrai qu'il y a cette part de chance aussi qui est mentionnée assez souvent en gestion de crise. S'il est si difficile de le définir, cela vient aussi du fait qu'il n'est presque rien. Le kairos est une occasion juste où une vie entière peut changer. Donc ici, en gestion de crise, il nous faut voir ce kairos, essayer de saisir ce petit dieu ailé. Intimement lié au principe de contre-intuitivité, ce concept est essentiel dans les options que nous développons dans notre cheminement vers notre processus décisionnel, qui, comme vous le verrez dans notre prochain et dernier webinaire du mois de janvier, repose sur des principes très différents de ce que nous faisons en temps ordinaire. Toujours sur le 5e antidote, être audacieux et rusé, n'oubliez pas, comme on l'a dit au début, une crise est une situation à haut risque et imprévisible, donc génère chez nous naturellement une peur. C'est un environnement volatile et complexe qui fait en fait naturellement que nous favorisons la prudence et que c'est une situation rare avec des effets inconnus. Donc souvent, la vache qui regarde le train, c'est souvent plus favorable qu'être la personne qui court après la situation. Deux définitions d'être audacieux et rusé, mais ce que l'on aimerait vous recommander sont ces 6 éléments-là. Il faut, en temps de crise, et ça peut paraître contre-intuitif encore une fois, c'est prendre des risques. Il faut défier le statu quo. Encore une fois, comme je l'ai dit avant, il vous faut responsabiliser par la confiance vos équipes afin qu'elles deviennent vos yeux et vos mains. Il faut rester éthique et responsable. Favoriser le changement et la diversité et changer pour le meilleur. Je reviens sur l'éthique et le responsable. On voit très souvent que les organisations, comme je pense Tylenol avec la crise en 1982, ont réussi à sortir bien plus rapidement de la crise parce qu'ils vivaient par leurs valeurs. Leur valeur, Tylenol, c'était de soigner les gens avec des médicaments. Eh bien, ils vivaient expressément par leurs valeurs. Et dès que la crise est arrivée, il y avait un mélange de médicaments dans leurs différentes boîtes qu'ils vendaient sur étalage. Ils ont décidé de prioriser, de préserver les vies, de sauver les gens. Et c'est vraiment cette éthique-là qui est restée dans les esprits, qui a permis en moins d'1 an à l'entreprise de revenir parfaitement sur le marché en tant que leader. Maintenant, ici, ce que moi je souhaite, c'est que vous soyez un peu comme ces magnifiques vaches de la des Alpes en Suisse, où il vous faut sortir de cette zone de gel. Il vous faut être actif quand tout le monde est passif. Il vous faut générer de nouvelles idées par des approches, encore une fois, non conventionnelles. Et il vous faut rester à l'affût des nouvelles solutions. Voilà, ça c'est en tout cas mes conseils pour ça. Laetitia ? Pour te compléter, Gauthier, excusez-moi. Pour rappel, on l'avait vu lors de la précédente session, la gestion de crise, c'est notre capacité à durer dans le temps. Et pour cela, on se pose sur 4 points essentiels qui sont la continuité, la protection, la durabilité, mais surtout l'opportunité. Et c'est d'être audacieux et rusé qui vont vous permettre de déclencher de toute crise une nouvelle opportunité pour votre organisation et dans les futurs au pluriel, comme cela a été évoqué par Gauthier. Je t'en prie. Merci. Et j'aimerais
terminer par un exemple ultime qui reprend en fait l'ensemble de ces antidotes. Et un des meilleurs exemples, c'est donc ce qu'on appelait les premières forces spéciales dans les années 40, durant la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient celles, on les appelle les SAS, le Special Air Service, qui durant l'opération Créneau, mais à plein d'autres occasions durant la Seconde Guerre mondiale, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, hein, leur modèle a inspiré l'ensemble des forces spéciales, ils ont eu la mission de détruire autant d'avions que possible, cette fois sur 4 aérodromes libyens près de la côte qui ont été visés. Donc cette fois, les troupes ont été transportées par des camions du Long Range Desert Group, d'ailleurs pratique qui est très surprenante aussi et qui était un peu novatrice à l'époque. Les hommes se sont faufilés sur les pistes et ont placé des explosifs à retardement sur les avions avant de s'enfuir le plus vite que possible. D'ailleurs, même les bombes qu'ils avaient développées étaient vraiment ce qu'ils appelaient des Louis bombs, qui étaient des bombes spécifiques pour ce type de mission. Pareil, ils ont inventé, ils ont été rusés, audacieux, contre-intuitifs et ils ont pensé et repensé leur manière d'opérer. Au total, 61 avions ont été détruits et cette fois, les SAS n'ont subi une seule perte. N'ont pas subi une seule perte. Et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de bombes, un des hommes a même tout simplement fracassé le cockpit à main nue. Donc, le côté un peu violent et brutal ici n'est pas forcément à répliquer, mais ce que j'essaie d'illustrer ici, c'est que très souvent, si on n'a plus les moyens nécessaires pour se sortir d'une crise, parfois il faut inventer et réinventer ses propres moyens. Et ici, ce qui est génial dans cet exemple, c'est de se dire que ces individus étaient formés au contre-intuitif. La sélection des membres du SAS, et encore aujourd'hui, se base sur leur capacité à être contre-intuitifs. C'était des équipes et des soldats responsabilisés. Ils étaient extrêmement autonomes. Ils avaient tout pour tenir pendant plusieurs jours et ils n'étaient plus en contact avec leur hiérarchie. Donc, si un problème se passait, ils devaient prendre leur propre initiative. Et là, je repense à l'équipe des équipes dont je vous ai mentionné avant. C'était toujours une approche non conventionnelle. Le fameux Long Range Desert Group, c'était une approche extrêmement novatrice et en désert en plus, en terrain ouvert, c'était extrêmement surprenant. C'était une tactique novatrice et rusée parce que, bien sûr, aller détruire l'avion au sol au lieu d'être en l'air, c'est quand même un bon système d'anticipation. Et enfin, une prise de décision adaptée et pragmatique. Restez simple, encore une fois, mieux vaut une décision incomplète à temps, en cassant les appareils du cockpit, plutôt que reconstruire une bombe et détruire tout l'avion après, mais ça sera malheureusement trop tard. Donc j'aime cet exemple et je pense qu'il illustre assez bien l'ensemble des antidotes. Merci beaucoup, Gauthier. Donc, pour conclure, je vous propose de faire un récapitulatif des 5 antidotes que nous avons évoqués ensemble aujourd'hui. Donc, se connaître soi-même, accepter que les biais cognitifs existent, les identifier pour mieux les traiter, en réduire leur impact et leur effet, d'être contre-intuitif, c'était ici le fameux exemple du B17, de renforcer ses équipes avec le Teams of Teams, et enfin d'être audacieux et rusé. Pour rappel, il y avait en réalité 7 antidotes, dont 2 que nous n'avons pas évoqués aujourd'hui, qui sont de regarder les faits de manière objective et d'être méthodique. Nous les aborderons lors de notre prochaine session. Nous arrivons à la fin de cette session aujourd'hui. Nous avons encore quelques petites minutes pour répondre à vos questions. Je vous laisse les inscrire dans le chat et nous allons y répondre. Pendant ce temps, j'en profite pour rappeler que nous avons donc une dernière session pour cette trilogie de webinaires sur la gestion de crise. La première a porté sur les fondamentaux de la gestion de crise, la seconde aujourd'hui sur les crises et l'humain, et enfin la dernière session sera sur la réponse à la crise avec les 3 livrables stratégiques, comment les utiliser et surtout comment maintenir dans le temps une organisation de gestion de crise qui reste fonctionnelle. Alors Jennifer, je te laisse m'adresser les questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes. Alors la première question qui revient souvent dans ce type d'événement, est-ce que nous allons partager le support d'aujourd'hui? Nous partagerons donc demain, si je ne dis pas de bêtises, nous vous enverrons l'enregistrement de cette session pour diffusion dans vos organisations si vous le souhaitez, ainsi que le support de slides édulcorés pour des raisons de propriété intellectuelle. Nous intégrerons également nos coordonnées si toutefois vous avez des questions afin qu'on puisse vous accompagner sur ces thématiques de gestion de crise. Je vois également Gauthier. Alors, est-ce que tu pourrais nous indiquer qu'est-ce que l'effet retour de flamme que nous avons vu dans les biais cognitifs? Alors, si je ne m'abuse pas, l'effet retour de flamme, c'est le fait d'avoir l'ensemble de ses connaissances et de tellement savoir qu'au bout d'un moment, commencer à douter de son propre savoir. Donc, en fait, on va étudier une thématique ou une expertise et on va en développer un certain savoir-faire. Et plus on va rentrer en fait dans le détail du contenu, et plus on va se rendre compte que c'est quand même assez complexe. Et on va dire, ah mais non, attends, en fait, c'est très compliqué. Alors qu'en fait, peut-être une approche un peu plus simple où une personne ayant moins de savoir dans le domaine réussira à trouver des solutions peut-être de manière plus pragmatique et plus rapide.
Merci Gauthier. Eh bien, nous arrivons aujourd'hui à la fin de cette session. C'était un plaisir pour nous de vous accueillir virtuellement. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire et vous retrouvons le 19 janvier prochain pour le dernier épisode de cette trilogie. Passez une très belle journée. Merci, Anne. Au revoir. Au revoir.